Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi si vous m'entendez bien, que je puisse commencer. Oui, ça va. Ok. Donc, du coup, ce soir, on va parler des autonomopathies, donc c'est-à-dire des troubles de l'attachement, en fait, tout simplement. Donc, dans les troubles de l'attachement, on va retrouver tout ce qui est anxiété de séparation dont vous parlez et que nous, c'est un terme qu'on n'emploie plus du tout. Donc je vais vous expliquer en fait la nomenclature que moi j'utilise maintenant avec la formation à laquelle je participe. Moi j'aime bien ce principe parce que ça permet vraiment de distinguer les différents troubles liés à l'attachement. Donc c'est vraiment très structuré avec vraiment plusieurs sous-types. Donc je vais essayer de vous expliquer, c'est pas évident de comprendre parce qu'il y a beaucoup de types d'autonomopathie différentes, mais je vais essayer de faire ça, de vous expliquer ça de manière la plus claire possible pour que vous arriviez à comprendre un petit peu ce que c'est que ces troubles de l'attachement et qu'on ne peut pas simplement dire il y a un problème d'attachement, c'est de l'anxiété de séparation. Tout n'est pas anxiété de séparation. Après, peut-être que pour certains, c'est plus simple de dire il y a des troubles de l'attachement en l'absence et basta. Moi, c'est vrai que j'ai un esprit très carré et j'aime bien avoir plein de petites cases et plein de petites choses dedans. Donc après, chacun voit les choses comme il veut. Mais là, moi, je vais vous expliquer un petit peu, en gros, les différents troubles de l'attachement, comment est-ce qu'ils peuvent s'expliquer, comment ils peuvent se manifester, sachant que la symptomatique est quand même, la symptomatologie peut-être plutôt, est quand même relativement la même pour chaque trouble de l'attachement. Mais effectivement, l'origine est différente. Alors, donc on va commencer. Donc les autonomopathies, ça vient du latin, hein, c'est vraiment trouble de l'attachement, d'accord. Pathie pour pathos, pathologie, anomalie, et autonomo, donc trouble de l'attachement. Donc on va en parler aussi bien chez le chien que chez le chat, et vous allez voir que finalement les symptômes sont très proches les uns des autres. Je vous ai mis juste le livre de Claude Beata qui s'appelle Au risque d'aimer et c'est vraiment un bouquin qui est très bien sur l'attachement, où il vous reprend en fait d'où vient l'attachement, quelles sont les origines, comment est-ce qu'on a prouvé en fait que l'attachement existait. Donc je trouve que c'est assez intéressant, sachant que il y a d'autres courants de pensée qui pensent qu'il n'y a pas d'attachement en fait entre l'homme et l'animal, qui pour moi est ce qui est complètement aberrant. Alors, donc l'attachement, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est véritablement un processus vital. Le fait que l'animal soit à proximité de l'être d'attachement, ça lui permet véritablement de s'apaiser, de pratiquer ce qu'on appelle l'imitation, donc de faire exactement la même chose que l'être d'attachement, et d'explorer. D'accord. Donc c'est vraiment indispensable pour lui, puisque ça va lui permettre de se développer tout simplement. Donc chez le chat, le lien primaire véritablement avec la maman se crée en général entre 10 et 15 jours au moment de la période de transition. Et il y a une rupture de ce lien primaire d'attachement. Donc je vais y revenir après, un lien primaire, lien secondaire, hyperattachement primaire, secondaire. Là vraiment le lien primaire est rompu par la mère de manière très très active entre 3 et 7 semaines. Donc là c'est assez impressionnant et c'est souvent pour ça qu'on a des adoptions très précoces chez le chat, parce qu'en fait la maman les rejette, mais c'est assez violent, hein. Vous essayerez de regarder peut-être sur internet, je pouvais pas mettre des vidéos, enfin en tout cas je sais pas comment faire. Mais vraiment on a la maman qui crache, qui repousse le chaton, qui le feule, et le chaton est véritablement en détresse. Et en fait cette détresse fait que c'est là qu'il va créer son premier lieu refuge en fait. Donc il va aller s'isoler pour se rassurer. Et donc c'est là qu'il crée sa première zone d'isolement. Et à partir de cette zone d'isolement, il va organiser tout son territoire. Et en fait,
c'est pour ça que l'attachement en fait est reporté par la suite au territoire. Donc on a véritablement un report d'attachement qui est secondaire, qui est au territoire. On a des chats bien sociabilisés qui sont tout à fait capables aussi de nouer un lien d'attachement avec leur propriétaire. D'ailleurs, souvent, c'est plutôt avec les femmes en général, etc. Et par contre, quand donc ce lien peut être tout à fait normal, un report d'attachement au propriétaire qui est tout à fait normal, mais quand il devient excessif et qui crée une dépendance, c'est là qu'on a un hyperattachement et donc une pathologie. Chez le chien, donc on a une création du lien primaire également à peu près aux alentours de 15 jours, 3 semaines, donc pareil à peu près au moment de la période de transition. Et la rupture de ce lien primaire est beaucoup plus tardive. Elle s'effectue entre 4 et 6 mois. En gros, à partir du 4e mois jusqu'à la puberté. Donc la puberté peut être plus ou moins longue selon les races de chiens. Mais c'est pour ça qu'en fait, en général, c'est pas la mère, donc la chienne, qui va rompre ce lien, c'est au propriétaire de le faire. Et là, c'est votre rôle d'expliquer au propriétaire justement qu'on a vraiment une période active de détachement qui doit se créer aux alentours du 4e mois. On va y revenir juste après. Et puis, on a un report de cet attachement, et notamment une création d'attachement. Donc, un report d'attachement primaire d'abord au propriétaire, puis secondaire au propriétaire après le détachement primaire. Donc vraiment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un attachement primaire et un attachement secondaire. Qu'est-ce que c'est que ces deux attachements ? Donc l'attachement primaire, c'est véritablement le lien qui est vital. Encore une fois, j'y reviens, c'est vraiment vital. C'est un lien qui est privilégié avec un individu qui est irremplaçable. Donc c'est vraiment un lien particulier avec un être spécifique. Cet être représente une véritable base de sécurité et en fait quand vous avez un hyperattachement ou un attachement primaire en tout cas, vous allez le voir quand vous avez des chiots qui arrivent, qui ont 2 mois, 2 mois et demi, qui arrivent en consultation et qui sont déjà bien attachés à leur propriétaire, vous allez voir que le chiot quand il ne connaît pas l'environnement, ce qu'il va faire c'est qu'il va se déplacer en étoile autour de son propriétaire. Donc il va véritablement aller dans un coin, puis revenir à son propriétaire, repartir dans un autre, puis revenir, etc. et faire vraiment une étoile autour du propriétaire. Et donc cet être d'attachement est un véritable pont entre peur et plaisir et vraiment c'est un individu qui est vital pour la survie du chiot ou du chaton. L'attachement secondaire, donc c'est pareil, il y a des liens privilégiés qui vont s'effectuer, mais ça peut être avec un ou plusieurs individus. Donc il peut y avoir un attachement secondaire à plusieurs individus, tout à fait possible. Cet attachement secondaire permet également d'assurer une base de sécurité. Donc là, c'est plutôt un pont entre sécurité et plaisir. Et donc, on peut avoir effectivement des attachements multiples quand il s'agit d'attachements secondaires. Donc l'attachement primaire, c'est vraiment la toute première période de la vie. Et c'est le lien primaire dont je vous parlais tout à l'heure, avec le détachement primaire qui s'effectue à l'âge de 4 mois chez le chiot et à l'âge de à peu près 3 à 7 semaines chez le chaton. Et ensuite, on passe à un attachement secondaire, où là, l'animal entre en fait prend son autonomie. L'attachement primaire, l'individu est vraiment complètement dépendant de son être d'attachement, alors que l'attachement secondaire, l'individu est autonome. Il a besoin de son être d'attachement puisque c'est une base rassurante, mais il est tout à fait autonome. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand ce processus d'attachement devient pathologique ? Donc on va d'abord parler de l'hyperattachement primaire. Donc l'hyperattachement primaire, c'est effectivement quand on a une absence de ce détachement primaire. Aussi bien de la part du propriétaire, donc c'est-à-dire que le propriétaire ne crée pas de détachement, que de la part de l'animal. L'animal ne se détache pas non plus de son propriétaire. Donc normalement, cette pathologie apparaît aux alentours de l'âge normal de détachement. Donc chez les chatons, à 2 mois, on s'aperçoit que les chatons sont vraiment très très dépendants de l'être d'attachement. Et chez les chiots, en général, aux alentours de 5-6 mois, on s'aperçoit que entre 4 et 6 mois, en gros, que c'est très compliqué la séparation avec le propriétaire. Donc là, véritablement, quand on a un hyperattachement primaire, il y a un être spécifique qui est important. Donc c'est-à-dire que si cet être-là n'est pas là, peu importe les personnes qui seront avec lui, peu importe les chiens qui seront avec lui, ou les chats qui seront avec lui, l'individu se sent mal puisqu'il n'a pas son être d'attachement. Donc l'autonomisation est impossible, véritablement, on a un animal qui est complètement dépendant de cet être d'attachement. Et donc cet hyperattachement primaire est cause d'un état anxieux ou dépressif. D'accord ? Et donc les signes cliniques sont présents en permanence en l'absence de l'être d'attachement. Pour l'hyperattachement secondaire, là, l'âge d'apparition il est plus variable, puisqu'en fait, c'est vraiment une conséquence
d'un état anxieux ou d'un état dépressif. L'animal n'est pas bien, il est anxieux, il est dépressif, et pour conséquence, il va présenter un hyperattachement secondaire pour s'apaiser. Donc l'âge d'apparition est très variable, c'est à peu près tous les âges, c'est très rarement à l'adolescence. Donc c'est à la fois une aide, cet hyperattachement secondaire, puisque encore une fois, comme c'est conséquence d'un état anxieux ou dépressif, ça permet à l'animal de se rassurer, mais c'est aussi une conséquence aggravante, puisque l'animal ne supporte plus de se retrouver tout seul. Donc là, quand on a un hyperattachement secondaire, toute relation positive est rassurante. Donc il n'y a pas un être spécifique, c'est véritablement toutes les relations qui peuvent être très rassurantes pour l'individu. Et donc les signes cliniques vont être présents selon l'état pathologique. Si c'est un état anxieux intermittent, ça va être intermittent. Si c'est permanent, ça va être permanent, etc. Donc là, un petit récapitulatif pour que vous compreniez bien la différence entre les deux. Donc hyperattachement primaire, c'est vraiment la cause d'un état pathologique. Vraiment, on a ce trouble d'hyperattachement avec un lien très très fort avec le propriétaire qui va causer une anxiété derrière, alors que l'hyperattachement secondaire, c'est conséquence d'un état pathologique, donc conséquence d'une anxiété, d'une dépression, etc. Les sujets d'attachement, c'est nettement différent pour l'hyperattachement primaire, mais d'autres peuvent exister également, alors que l'hyperattachement secondaire, c'est toutes les relations qui sont positives qui peuvent servir d'attachement. Il peut y avoir une préférence. Voilà, donc c'est là la distinction. L'âge d'apparition, donc c'est fin de la période prépubertaire en hyperattachement primaire, n'importe quel âge pour l'hyperattachement secondaire. Et l'apparition des symptômes est systématique dès qu'il y a absence du propriétaire du lien d'attachement en hyperattachement primaire. Et en secondaire, c'est aléatoire, c'est vraiment fonction de l'état pathologique. Ok ? Donc déjà, vous pouvez faire la différence un petit peu entre hyperattachement primaire et secondaire. Et en fait, on se base de ce processus, de ces processus-là, d'hyperattachement primaire et secondaire, pour définir les différents troubles de l'attachement, qu'on appelle les autonomopathies. Donc voilà, là, sur cette diapo, vous avez les différentes autonomopathies qui existent, aussi bien chez le chien que chez le chat. Elles ont exactement le même nom. Bon, après, il y a des petites spécificités, je vais vous expliquer. Donc, on va faire deux distinctions, les autonomopathies essentielles et les autonomopathies accessoires. Autonomopathie essentielle, ça veut dire que véritablement, l'attachement, il est au centre de l'affection. Donc l'animal qui vous est présenté en comportement, le principal problème, c'est l'attachement. Alors que l'autonomopathie accessoire, c'est qu'il y a une comorbidité. Donc c'est pas le principal problème, ça vient se rajouter à quelque chose. Ok ? Ça vient se rajouter au trouble. Par exemple, vous allez avoir un HSHA, un chien hyperactif, c'est infernal, il est insupportable, et en plus en l'absence, on a de l'anxiété. Mais le trouble principal, c'est le HSHA, et c'est le HSHA qui va provoquer cette autonomopathie accessoire. Ok ? Donc déjà la distinction entre les deux. Dans les autonomopathies essentielles, dont l'attachement est au centre de l'affection, on a les ontogéniques. Donc les ontogéniques, comme son nom l'indique, normalement si vous connaissez un petit peu, c'est lié au développement. Et donc c'est là qu'on parle de l'anxiété. Anciennement, on appelait ça l'anxiété de séparation. Donc nous, on appelle ça maintenant des autonomopathies essentielles ontogéniques par défaut de détachement. C'est anciennement anxiété de séparation ou l'hyperattachement primaire, justement. Par défaut de détachement, donc comme son nom l'indique, ça veut dire que l'animal et le propriétaire ne se sont pas détachés l'un de l'autre. Et on va y revenir après. On peut avoir également une autonomopathie essentielle ontogénique par absence d'attachement. Donc là, c'est-à-dire que on a des animaux qui sont véritablement en détresse. On n'a pas eu d'attachement, donc c'est une mère qui ne s'est absolument pas occupée de ses petits. Et donc les petits se retrouvent entre eux, mais sans lien d'attachement. Il n'y a pas d'attachement. Et donc là, c'est véritablement une dépression pour l'animal. Hein. Et ils peuvent en mourir, hein, les chiots et les chatons, quand il n'y a pas d'attachement comme ça, c'est terrible pour eux. Ensuite, on a les autonomopathies essentielles acquises, donc c'est-à-dire qui ne sont pas liées au développement, mais qui vont s'acquérir suite à quelque chose. Donc soit par rupture d'attachement, donc ça on le retrouve notamment chez le chien, donc c'est dès qu'on va avoir je vais vous expliquer un petit peu plus tard, mais dès qu'on va rompre l'attachement au sein du foyer, ou par modification d'attachement. Et enfin, les autonomopathies accessoires, donc on en distingue deux sortes aussi, les ontogéniques et les acquises. Donc les ontogéniques qui sont donc liées au développement, donc à tout ce qui va être trouble du développement, syndrome de privation, HSHA, dissocialisation primaire. Et les acquises, donc qui vont être plutôt liées à des troubles type sociopathie. Ou au vieillissement, ce genre de choses. En fait, les autonomopathies accessoires, elles sont souvent compensatrices d'un autre trouble, hein, véritablement. Alors, donc on va parler notamment chez le chien et chez le chat de l'hyperattachement primaire, donc de cette autonomopathie essentielle.
par défaut de détachement chez le chien ou chez le chat, on parle souvent du syndrome du chaton orphelin. Donc chez le chien, donc l'autonomopathie essentielle ontogénique par défaut de détachement ou anciennement anxiété de séparation ou hyperattachement primaire. Donc là, véritablement, dans cette pathologie, on a persistance du lien d'attachement primaire au-delà de la puberté. Ok ? Donc pas de détachement entre le propriétaire et son chien et entre le chien et son propriétaire. Donc les symptômes sont manifestés en permanence en l'absence de lettre d'attachement. Ce que vous allez retrouver, c'est des souillures qui vont être disséminées, souvent des selles molles, voire diarrhéiques. Vous allez pouvoir retrouver des destructions. Alors tous les symptômes que je vous évoque ne sont pas forcément présents tout le temps, enfin tous, mais souvent on retrouve quand même cette symptomatologie-là. Des destructions qui vont être centrées sur les objets de la personne, de l'être d'attachement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les objets vont être touchés par la personne et il y a une recherche véritablement des hormones phéromonales, des odeurs phéromonales, et donc du coup, le chien va détruire principalement ces objets-là, puisque c'est ce qui l'attire au niveau des odeurs. On va avoir des vocalises qui sont principalement des pleurs, des gémissements. On peut avoir de l'inhibition avec des activités substitutives, donc notamment du léchage au niveau des carpes, au niveau du ventre. Vous pouvez avoir du tournis autour de la queue, vous pouvez avoir du rognage d'ongles, ce genre de choses, de la boulimie, tout plein d'activités substitutives comme ça. Et souvent, on a une persistance de conduite juvénile, donc c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec un chien qui se comporte comme un chiot, donc qui fait des appels au jeu intempestifs, qui a un retard sexuel, donc souvent des chiens qui ne lèvent pas la patte, et qui, quand ils se font gronder, vont manifester souvent des mictions émotionnelles, du léchage, des gémissements, vraiment des conduites très juvéniles, alors que c'est plus des bébés, quoi. Donc souvent, quand on a un hyperattachement primaire comme ça, les propriétaires sont assez atypiques. Vous avez un mélange de lassitude, un propriétaire qui est un peu blasé, et en même temps qui est très compréhensif parce que le chien est très gentil et donc on lui pardonne, mais d'un autre côté, les destructions, ça le saoule un peu, quoi. Donc c'est un peu un mélange des deux. Comment est-ce qu'on diagnostique cette pathologie ? Donc véritablement, il faut qu'on retrouve les items suivants. Donc persistance du lien d'attachement primaire, donc ça il faut aller le chercher, voir s'il y a eu un détachement, voir comment le propriétaire voit son chien, comment le chien réagit en l'absence du propriétaire. La persistance des conduites infantiles, une apparition forcément des troubles en fin de période prépubertaire au moment du détachement, l'existence de rituels de départ et de retour qui doivent être toujours présents quand on a un hyperattachement primaire. Et puis l'apparition des troubles lors de la séparation avec l'être d'attachement. Donc peu importe les personnes qui sont présentes, à partir du moment où l'être d'attachement n'est pas là, c'est source d'anxiété chez le chien. Donc si vous voulez, par contre, je reviens juste sur la persistance du lien d'attachement primaire, vous pouvez le repérer aussi par tout ce qui va être exploration en étoile. Donc vous allez voir en consultation vraiment le chien qui explore en étoile, qui revient systématiquement auprès de son propriétaire et qui a toujours besoin d'un contact physique avec cet être-là. Donc des chiens qui sont très pot de colle, qui ont toujours besoin d'avoir un contact, tout ça. Donc la prise en charge, donc souvent c'est une thérapie médicamenteuse. Je ne vais pas revenir dessus, vous avez une conférence là-dessus et encore une fois je ne peux pas vous dire juste quel traitement mettre puisque j'ai pas le chien en face de moi, donc ça dépend toujours des signes cliniques. Et une thérapie comportementale qui est très 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 importante. La première chose à mettre en œuvre, c'est l'arrêt du rituel de départ et de retour. Donc c'est-à-dire qu'on va demander au propriétaire d'ignorer son chien un quart d'heure avant de partir et surtout en revenant de ne pas récompenser les fêtes excessives. Ce qui est possible de faire, parce que souvent c'est très dur de demander au propriétaire d'ignorer son chien en rentrant parce qu'il est très excessif, c'est de demander au propriétaire de dire bonjour au chien et d'attendre que celui-ci propose un assis pour ensuite récompenser et s'intéresser à lui. Mais ce qu'il faut surtout, c'est ignorer ces fêtes excessives, ces comportements excessifs au moment du retour à la maison, ça c'est indispensable. Il faut être en gestion du contact physique, donc c'est-à-dire qu'il faut se comporter comme la chienne ferait et donc ne plus accepter systématiquement le contact physique. Au moment du détachement, en fait, la mère n'accepte plus que les chiots soient tout le temps après elle. Elle leur apprend à rester seule et donc il faut faire exactement la même chose. Il faut apprendre le chien à rester un petit peu seul et puis le faire revenir sur ordre. Et la troisième étape qui est très très importante, c'est qu'il faut créer un lieu de couchage qui fasse office de refuge, qui soit rassurant pour le chien, pour que justement, lorsqu'il n'est pas bien, au lieu de se rassurer auprès de son aide d'attachement, il puisse avoir ce lieu justement qui soit un cocon et qui puisse le rassurer en l'absence de l'être d'attachement.
Pour le chat, donc l'autonomopathie essentielle ontogénique, donc là on va plutôt parler du syndrome du chaton orphelin très souvent. Là on ne parle pas de par défaut de détachement, mais bon, peu importe, c'est le même principe. Donc là, souvent, on retrouve cet hyperattachement primaire chez des chatons qui sont orphelins, qui ont été nourris au biberon, et donc il n'y a pas eu de détachement. Souvent, les propriétaires considèrent que c'est des petits êtres tout fragiles, qui n'ont pas eu leur maman, etc. Et donc ils ne créent pas ce détachement-là. Et donc en grandissant, on se retrouve avec un individu qui est ni adulte ni autonome, donc il ne peut pas vivre sans son être d'attachement, et qui n'est pas non plus rassuré par son territoire. Donc il n'y a pas eu de report d'attachement au territoire. Donc les symptômes là chez le chat, ça va être par rapport aux congénères, soit de la fuite, soit de l'agression, parce qu'il y a une très mauvaise sociabilisation. Des déficits des autocontrôles avec un test de portage qui va être négatif, donc c'est-à-dire que quand vous attrapez le chaton jusqu'à 3 mois et demi par la peau du cou, au lieu de remonter ses pattes et de s'inhiber, il se débat dans tous les sens. Souvent vous avez une prise alimentaire qui est très brutale, donc un chaton qui va manger de manière anarchique. Quand vous lui mettez les croquettes, il met ses pattes dedans, il en fout partout à côté, etc. Et vous allez avoir surtout des marquages qui vont être déstructurés. C'est-à-dire vous allez avoir des marquages faciaux qui ne sont pas du tout là où ils devraient être, des marquages faciaux très excessifs sur le propriétaire, beaucoup de comportements néoténiques, donc c'est-à-dire des comportements juvéniles, donc ronronnement, énormément de ronronnement. Alors vous avez, bien sûr les chats ronronnent, mais pas dans n'importe quelle circonstance. Là le chaton, dès qu'il voit le jeune chat, dès qu'il voit le propriétaire, il ronronne à l'excès. Vous allez avoir beaucoup de pétrissage, donc les chats qui patounent, et vous allez avoir beaucoup de comportements de tétés, beaucoup sur des plaids, des choses comme ça qui sont apaisants pour eux. Vous allez avoir des accueils exagérés, donc les propriétaires qui rentrent et le chat qui fait une fête monumentale, et des manifestations en l'absence, bien évidemment. Donc les manifestations en l'absence, ça va être la même chose que chez le chien, vocalise, destruction, malpropreté, ce genre de choses. Au niveau de la prise en charge, encore une fois, traitement pharmacologique, donc médicalisation, puisque c'est vraiment source d'anxiété chez l'animal, à moins que le propriétaire s'en aille jamais, mais vous avez forcément un moment donné où vous allez devoir laisser l'animal. Et une thérapie comportementale qui est encore une fois très importante. Donc ce qu'il faut, c'est jouer avec le chaton, mais en réprimandant l'excès. Donc comme vous travailleriez avec un chaton qui est excessif, qui a un déficit d'autocontrôle, là c'est exactement la même chose. Vous pouvez jouer avec lui, mais dès qu'il commence à être excessif, vous le réprimandez. Ça c'est indispensable. Le mettre en contact avec un chat adulte équilibré. Il faut surtout que les repas soient en libre-service pour éviter tout ce qui est frustration et favoriser un territoire adapté. Gérer le contact physique, donc c'est-à-dire ne pas permettre des contacts permanents, encore une fois, par exemple, ne pas autoriser le chat à monter sur les genoux tant qu'il n'y a pas le plaid sur les genoux. Mettre en place des rituels, mais qui soient donc des rituels de contact. En fait, le chat n'est pas autorisé en permanence à accéder aux joues du propriétaire, c'est uniquement s'il y a le plaid, par exemple. Et donc ça permet de réguler les contacts. Et surtout, encore une fois, arrêter les rituels de départ et de retour. Pour essayer de prévenir ce genre de problème, ça va être votre rôle primaire quand vous êtes face à des propriétaires qui vont adopter des chatons très très jeunes et qui vont avoir besoin de biberonner. Ce qu'il faut surtout, c'est leur dire qu'il faut préférer nourrir plusieurs chatons en biberon, en avoir plusieurs d'un coup, mettre un adulte équilibré avec, ça c'est indispensable, et surtout favoriser le détachement au bon âge. Donc c'est-à-dire que vers l'âge de 3-4 semaines, commencez vraiment à repousser le chaton. Et il ne faut pas hésiter à être un peu féroce, parce que la maman, elle est terrible quand elle les repousse. Donc il ne faut pas hésiter à repousser le chaton, il ne faut pas lui faire mal, j'ai pas dit ça, mais il faut repousser et ne plus accepter ses sollicitations, ça c'est indispensable. Et on va favoriser l'attachement au territoire, donc bien structurer le territoire, et éventuellement à plusieurs êtres, donc lui laisser la possibilité de communiquer avec d'autres personnes, d'autres animaux, pour qu'il puisse ne pas avoir un seul être d'attachement. Je ne vous ai pas décrit l'autonomopathie essentielle ontogénique par absence d'attachement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est de toute façon les mêmes troubles et puis très clairement c'est simplement des chiots qui n'ont jamais eu de contact avec leur maman. C'est quelque chose de très rare parce qu'en général, même s'ils n'ont pas de contact avec la maman, ils reportent l'attachement sur le propriétaire. Donc là, c'est véritablement des chiots qui sont en dépression et qui n'ont jamais eu de lien d'attachement, mais c'est quelque chose qui est très très rare. Donc on passe aux autonomopathies essentielles acquises. Donc chez le chien, je vais surtout vous évoquer celle par rupture d'attachement. C'est celle qu'on retrouve énormément. En fait, ça concerne tous les chiens adultes qui vont changer de groupe social. Donc c'est-à-dire des chiens adoptés en refuge, des déménagements,
des changements de propriétaire, l'arrivée d'un nouvel individu, chien ou humain, le vieillissement d'un des chiens, etc. Tout ce qui peut modifier en fait le groupe social. Et donc, quand on a une modification du groupe social, on a des rituels de communication qui vont varier et donc une perturbation pour le chien. Les symptômes, c'est qu'on va avoir des troubles qui apparaissent suite à un changement de groupe, une disparition de l'initiative des contacts sociaux, donc un animal qui est plus en retrait, et donc oui, effectivement, un retrait permanent, un animal qui est vraiment replié sur lui-même. On peut avoir également des agressions et des manifestations organo-végétatives lors de contacts provoqués. Donc lorsque l'humain vient chercher le contact, on peut vraiment avoir des agressions de la part du chien ou des manifestations organo-végétatives. Les manifestations organo-végétatives, c'est tout ce qui va être ptyalisme, tremblement, miction, mydriase, ce genre de choses. Vous pouvez avoir des dermites de léchage, des stéréotypies et des signaux très ambivalents, donc avec un animal qui est en retrait mais qui remue la queue. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on prend en charge ce type de pathologie? Ce qu'il va falloir, encore une fois, c'est médicaliser. Et surtout, quand on a une rupture d'attachement comme ça, il faut créer un cadre clair. Donc, encore une fois, revenir sur les ressources, gérer ces ressources-là pour que l'animal n'ait pas besoin de les gérer. Donc, je vous inviterai à revoir un petit peu tout ce qui est sociopathie et donc les confs précédentes, mais que le cadre soit clair, que vous soyez en gestion des ressources pour éviter que l'animal ait en plus ça qui doivent s'occuper de ça et que ça le perturbe encore plus et que ce soit une charge mentale beaucoup trop importante. Et surtout, créer des rituels apaisants. Donc, c'est-à-dire communiquer avec lui d'une certaine façon. Par exemple, quand vous sortez de la maison, vous lui demandez systématiquement de s'asseoir. Vous lui demandez systématiquement de s'asseoir avant de mettre le harnais, etc. Et donc créer des rituels qui peuvent l'apaiser. Pour les autonomopathies essentielles acquises du chat, encore une fois, donc là je ne vous ai pas parlé de tout ce qui est trouble en l'absence, mais très clairement, à chaque fois, c'est toujours la même chose. Quand on parle d'autonomopathie, les troubles en l'absence, ça va être vocalise, destruction, malpropreté, principalement. Vous pouvez avoir d'autres choses en présence, mais en général, quand vous avez un trouble de l'attachement, vous avez toujours ces anomalies en l'absence. Vocalise, destruction, malpropreté, pas forcément les trois réunis, mais vous avez des anomalies en tout cas en l'absence. Sinon, il n'y aurait pas de trouble de l'attachement. Donc chez le chat. Donc en fait, l'autonomopathie essentielle acquise est liée à l'existence d'un traumatisme. Donc soit ça va être abandon, affection organique, ou une perte d'adaptabilité, donc avec une affection organique également, ou du vieillissement. Donc on va avoir création véritablement d'un lien de dépendance qui va soulager l'anxiété. Et donc on va avoir beaucoup de symptômes en l'absence, donc vocalise, destruction, des déambulations ou au contraire un animal qui ne va pas du tout quitter l'endroit où était le propriétaire juste avant de partir, de la malpropreté, du léchage, grattage, donc des activités auto-centrées, des activités substitutives, un animal qui va se lécher de manière exacerbée ou qui va se gratter et se faire des plaies. En présence, on a un individu qui est très collant, avec beaucoup de marquages sur les êtres d'attachement et uniquement sur eux, pas du tout sur le territoire. Ça c'est toujours pareil, chez les chats, quand vous avez vraiment un trouble de l'attachement qui est essentiel, vous avez très peu de marquage du territoire parce qu'en fait c'est pas du tout rassurant pour lui. Donc c'est surtout du marquage facial sur le propriétaire. Et vous pouvez avoir aussi de l'anorexie ou de la dipsie. La prise en charge à nouveau, traitement pharmacologique, et on ne va pas forcément favoriser le détachement, d'accord ? Il va falloir faire attention. Ce qu'il faut surtout dans ce genre de problème, c'est créer un territoire apaisant. D'accord ? Ce qu'on sait, c'est que c'est secondaire finalement à un traumatisme. Donc si vous créez tout de suite un détachement, vous risquez d'engendrer encore plus d'anxiété chez l'animal. Donc ce qu'il faut, c'est d'abord lui créer une source rassurante, donc en créant un territoire apaisant. Donc je vous invite à revoir un petit peu la conférence sur les premiers conseils justement en comportement en médecine préventive, où on parle de la structuration du territoire, qu'est-ce qu'il faut amener, donc l'alimentation à volonté, de quoi se cacher, des endroits en hauteur, de l'eau à volonté, des jouets, des interactions humaines, etc. On peut éventuellement aussi proposer un nouveau chat à l'individu. Alors il faut que ce soit un chat qui soit sociabilisé bien sûr, et il faut que votre chat aussi ait l'habitude quand même à peu près des chats, parce que ça peut être plus ou moins bien reçu, mais pourquoi pas, quand on a vraiment un hyperattachement primaire à un propriétaire, pourquoi pas proposer en plus un chat pour essayer de reporter un petit peu cet attachement et d'équilibrer le chat qui a cet hyperattachement.
En dessous, je vous ai mis autonomopathie et accessoires idem. En fait, c'est exactement la même chose. Vous allez retrouver, donc c'est pas la même cause, encore une fois, mais vous allez retrouver les mêmes symptômes, donc destruction, vocalise, malpropreté, un chat qui est très collant. Sauf que effectivement, c'est secondaire à quelque chose, donc c'est pas le trouble principal. Vous allez avoir un chaton hyperactif ou un chaton de scésipathe, et puis en secondaire, il y a cet hyperattachement qui s'est créé. Hop. Tac, tac, tac. Donc souvent, quand on a un hyperattachement primaire, essentiel, on a une évolution qui va se faire vers une dépression aiguë avec de l'anorexie. Ça, c'est tout à fait possible. Donc il faut faire très attention et essayer de prendre en charge avant que ça arrive. Et donc là, quand ça se produit, en général, vous avez anorexie, disparition des marquages faciaux, des jeux, de l'exploration. On a un animal qui est complètement inhibé. Donc vraiment, je reviens encore une fois sur la prise en charge. Surtout, il ne faut pas chercher à détacher le chat. Hein. Le chat, il manifeste de l'anxiété. Donc c'est important de ne surtout pas le punir, de ne pas le repousser. Faut d'abord créer un territoire qui soit stable et apaisant. On va inviter le chat vraiment à explorer son territoire, à découvrir de plus en plus et lui proposer des activités d'autonomie, donc par exemple des jeux de recherche dans des boîtes, dans des cartons, ce genre de choses, lui proposer de lui jeter des petites friandises un peu partout pour qu'il doive explorer son territoire et qu'il arrive à se rassurer, plutôt que de créer un détachement tout de suite et qu'il soit complètement perturbant pour l'animal. Ok, et donc en dernier, on parle des autonomopathies accessoires chez le chien. Donc là, c'est véritablement les hyperattachements secondaires, donc ça va être compensatoire d'un autre trouble. Donc c'est-à-dire qu'il y a un trouble qui est présent et secondairement à ça, vous allez avoir un hyperattachement secondaire. Ok. Donc il n'y a pas de réciprocité de l'hyperattachement, c'est-à-dire que le chien est très très attaché à son propriétaire, mais il n'y a pas d'hyperattachement de la part du propriétaire. Il y a un attachement, mais il n'y a pas, de ce lien hyper fort comme il pourrait y avoir au tout départ. Donc les symptômes se manifestent en l'absence. Encore une fois, malpropreté, destruction, vocalise. Malpropreté un peu éparse, parfois ça peut être caché. Miction, défécation, souvent des selles molles. Des destructions principalement centrées sur les vêtements, les affaires qu'ont touché les propriétaires. Donc ça peut même être un casque audio. Hein. Si le propriétaire l'a touché, c'est quelque chose de rassurant pour lui. Donc voilà. Et des vocalises qui vont être principalement des gémissements. Là, dans l'hyperattachement, dans l'autonomopathie accessoire, vous avez vraiment plusieurs êtres d'attachement. Donc souvent, le chien va être rassuré en présence de quelqu'un d'autre. À partir du moment où il y a quelqu'un ou alors quand il y a un chien, souvent il est rassuré et on n'a pas ces troubles-là. Contrairement à l'hyperattachement primaire où même s'il y a du monde avec le chien, il est quand même en détresse s'il n'y a pas son être d'attachement. Donc, il faut vraiment se dire que cet hyperattachement secondaire, c'est vraiment un processus qui permet à l'animal de compenser le fait qu'il n'arrive pas à intégrer les informations de l'environnement. Et donc du coup, ça lui permet de s'apaiser. Donc la prise en charge. Encore une fois, traitement du trouble sous-jacent avec prise en charge médicale. Donc on prend en charge d'abord le trouble primaire et puis ensuite on pourra régler cet hyperattachement. La thérapie comportementale, à nouveau, on ne crée pas de détachement tout de suite. C'est pas prioritaire puisqu'on a un trouble sous-jacent. Donc si on détruit l'attachement tout de suite, on risque d'avoir un animal qui va être complètement en détresse puisque là vraiment l'attachement a une notion de béquille une béquille pour le chien, quoi. Donc on va favoriser des contacts réguliers avec l'animal qui soient repérables et qui soient apaisants et qui sont surtout initiés par le propriétaire. Donc c'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez des propriétaires qui vous disent « mais mon chien il est tout le temps collé et puis moi je lui fais pas mal de câlins », vous lui proposez que toutes les demi-heures ou toutes les 45 minutes ou toutes les heures, ce que vous voulez, ça dépendra des propriétaires et s'ils vous disent « oh, mais là c'est pas possible » ou « ah bah non j'en voudrais plus » ou ce genre de choses, vous leur proposez de faire un câlin de tant de minutes. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est donner des précisions. Vous ne pouvez pas dire vous ignorez votre chien et vous allez le caresser de temps en temps. Non, vous dites toutes les 2 heures, vous allez lui faire un câlin de 10 minutes et vous êtes à l'initiative des contacts surtout. Et quand le chien vous demande de l'attention, vous le renvoyez à son panier sans vous fâcher. Et surtout dans ce genre d'hyperattachement, il faut aussi favoriser des activités d'autonomie. Donc c'est-à-dire lui proposer des jeux, par exemple les petits jeux dont je vous ai parlé déjà depuis le départ, dans la conf du confinement, etc. sur le confinement.
Vous avez les tours dans lesquelles vous pouvez récupérer de l'alimentation, vous pouvez mettre des croquettes dans le jardin, vous pouvez mettre des croquettes dans des serviettes, vous pouvez lui demander d'aller faire beaucoup de jeux de recherche en fait, où il va devoir se débrouiller tout seul, où il ne comptera pas forcément sur vous parce que vous ne lui donnerez pas d'indication. Donc ça va lui favoriser l'autonomie et ça va l'aider à se détacher progressivement en fait. Voilà. Donc, en gros, pour les différents troubles de l'attachement, ces différentes autonomopathies, donc c'est beaucoup de gros mots entre guillemets. Tout ça, c'est pour essayer de comprendre les diverses origines de l'attachement, des troubles de l'attachement, comprendre un petit peu ce que c'est que l'attachement, comment ça fonctionne, à quoi ça sert et surtout comment le gérer. Le principe étant que vous n'avez pas besoin de retenir tous ces noms-là, mais en gros, il faut que vous sachiez reconnaître un trouble de l'attachement, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est secondaire à quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas eu de détachement? Est-ce que c'est la pathologie principale ou est-ce qu'il y a quelque chose de sous-jacent? Mais c'est très important de savoir les reconnaître et de savoir les traiter. Et de les prendre en charge. Voilà, donc c'est beaucoup de gros mots, mais en fait, c'est important de connaître quand même l'origine de ces troubles de l'attachement, parce que sinon, vous ne pourrez pas mettre en place une bonne thérapie comportementale et aider les propriétaires à comprendre le trouble. C'est un motif d'appel qui est assez fréquent quand même. Alors après, vous avez très souvent comme motif d'appel malpropreté, destruction, vocalise en l'absence. C'est pas parce que vous avez malpropreté, vocalise, destruction que c'est forcément un trouble de l'attachement. Souvenez-vous, on en a parlé dans la sociopathie. En gros, ces trois symptômes-là, malpropreté, vocalise, destruction, ça peut être lié à trois choses. Soit des troubles de l'attachement, soit de la sociopathie, donc un chien qui n'est pas content et qui va manifester, mais dans ces cas-là, vous n'allez pas avoir les destructions, la malpropreté et les vocalises de la même façon. Hein. Vous allez avoir des vocalises qui vont être des aboiements dans la sociopathie, vraiment du mécontentement. Vous allez avoir des malpropretés qui vont être très visibles. Souvent, vous n'avez pas de selle molle et vous avez plutôt des choses en hauteur. Donc, sur le canapé, il va lever la patte ou il va faire caca sur le canapé en hauteur ou vraiment visible en plein milieu pour pas que le propriétaire puisse le rater. Et vous allez avoir des destructions centrées sur les issues. Et la troisième possibilité, c'est le HSHA. C'est les trois diagnostics principaux quand vous avez ce genre de trouble. Le HSHA, où effectivement il est tellement hyperactif qu'en fait il a oublié de faire ses besoins dehors et que du coup il fait à l'intérieur. Il détruit parce qu'il faut qu'il s'occupe et il vocalise de la même façon parce qu'il est très hyperactif. Dans les syndromes de privation, vous pouvez retrouver un peu de malpropreté aussi parce que vous avez des syndromes de privation où les animaux, pareil, ne peuvent pas sortir faire leurs besoins dehors, donc ils vont faire à l'intérieur. Mais souvent, c'est lié à un hyperattachement secondaire à ce syndrome de privation où vous allez retrouver justement des troubles liés à l'attachement et donc des troubles en l'absence. Donc là, votre rôle en tant que vétérinaire généraliste, ça va être véritablement de essayer de prévenir ces troubles. Donc pour prévenir ces troubles, d'abord il faut expliquer ce que c'est que l'attachement et il faut expliquer le détachement primaire, à quel moment ça s'effectue. Donc si vous avez des animaux qui sont adoptés très très précocement, des chatons, biberonnés, bien expliquer aux gens ce qu'il faudra faire, comment fonctionner, mettre en contact avec un adulte, etc. Et sur des chiots, quand vous les recevez en consultation de médecine préventive lors des primo-vaccinations, précisez bien que vers l'âge de 4 mois, il va falloir commencer à repousser un petit peu le chiot, à plus accepter systématiquement le contact et à lui faire comprendre qu'il faut qu'il devienne de plus en plus autonome. Et la dernière étape, surtout, c'est l'apprentissage de la solitude également. Donc ça, ce qui est impératif, c'est de faire comprendre aux propriétaires qu'il faut l'habituer progressivement. Alors vous allez avoir plein de propriétaires qui vont vous dire « Oui, mais moi, je m'absente 8 heures par jour. » Ben oui, mais en fait, la seule réponse que je peux vous donner quand c'est comme ça, c'est qu'il ne fallait pas prendre un chiot. Alors moi, je leur explique aux gens, je leur dis « Mais imaginez-vous, vous auriez un bébé, là, un nourrisson, est-ce que vous allez le laisser dès le premier jour 8 heures? C'est pas possible. » Donc votre chiot, c'est exactement pareil. Donc souvent, ça les choque un petit peu. Ils me disent « Ah bah oui, effectivement. » Je dis « Ben oui, le chiot, c'est exactement pareil. Il a que 2 mois. Vous pouvez pas le laisser 8 heures par jour tout seul, comme ça, sans rentrer le midi, sans vous en occuper, parce que pour lui, c'est très compliqué. Il a besoin d'interaction sociale. Donc il faut bien expliquer aux gens, quand ils prennent un chien, qu'il faut l'habituer progressivement à la solitude, le mettre plutôt dans une petite pièce en l'absence pour que ce soit rassurant. Encore une fois, on crée un lieu de couchage rassurant, donc confortable, qui ne puisse pas être détruit facilement pour éviter tout ce qui est corps étranger. Le mettre dans un lieu qui n'est pas de passage, donc dans une cuisine, peu importe, mais un lieu qui n'est pas trop grand, donc 10 mètres carrés, ça suffit largement, voire un peu moins, c'est tout à fait bien. Pourquoi pas proposer un kennel si les gens sont partants pour ça. Moi, ça me pose aucun problème quand c'est bien fait, c'est très rassurant pour l'individu.
Et puis surtout, lui apprendre à ce que vous le laissiez progressivement seul. Donc c'est-à-dire qu'au début, on va s'absenter une demi-heure, puis 1 heure, puis 2 heures, puis 3 heures, etc. Et progressivement, on s'absente de plus en plus, sachant qu'il faut bien expliquer aux gens qu'il faut quand même rentrer le midi pour permettre au chiot de faire ses besoins. Donc vraiment leur expliquer comment apprendre la solitude. Moi, ce que je préconise souvent pour apprendre la solitude, c'est de laisser l'animal après qu'il soit fatigué. Comme par exemple les premières nuits, souvent on fatigue énormément le chiot, comme ça il s'endort et hop, vous pouvez aller vous coucher, ni vu ni connu, et ça se passe beaucoup mieux. Et donc on peut faire exactement la même chose la journée quand on veut s'absenter, on le fatigue, il s'endort et comme ça on peut partir et il est beaucoup plus serein au moment de votre départ en fait parce qu'il est fatigué. Donc ça peut être des choses très bien et donc lui donner des objets d'occupation également pendant l'absence pour qu'il supporte mieux la solitude. Voilà. Donc j'espère que c'était clair pour vous. Je vais vous laisser maintenant poser les questions. N'hésitez pas à revenir sur des définitions s'il y a des choses qui vous semblent pas évidentes, des petites choses comme ça. Et puis si vous n'avez pas de questions dessus, vous pouvez aussi me poser des questions sur les autres conférences. Si tout était clair, si vous avez des questions sur différentes choses. J'ai plusieurs personnes qui sont venues me voir en message privé justement parce qu'ils avaient des questions sur différentes choses. Donc n'hésitez pas, profitez-en pour poser toutes vos questions sur la conférence ou sur les conférences précédentes. Alors, Clémence, coucou. Pour l'attachement primaire, tu as dit que c'était avec un individu irremplaçable, mais lors de l'adoption d'un chiot de 2 mois, il y a bien changement d'être d'attachement. Oui, il y a un report de cet attachement primaire sur le propriétaire. C'est pas dramatique en fait, c'est juste que effectivement tu as un individu particulier avec lequel tu vas avoir cet attachement primaire, mais tu n'as pas d'hyper-attachement. C'est vraiment quand tu as ton hyper-attachement primaire où là, de toute façon, peu importe les individus qui vont être autour, le chien sera toujours autant en panique en fait. Mais dans le sens où c'est effectivement un individu, même s'il y en a d'autres autour, il aura une préférence. Donc il va y avoir on va recréer un lien d'attachement primaire avec le propriétaire. De toute façon, tu n'as pas le choix puisque oui, j'entends bien ce que tu veux dire, mais en fait, tu vas forcément avoir un report de cet attachement à une autre personne. Tu es toujours dans l'attachement primaire. Certes, c'est irremplaçable parce que, par exemple, si la mère était restée avec ses chiots jusqu'à ses 4 mois, 5 mois, ce serait resté toujours cette maman-là. Et le chiot n'aurait pas changé de maman, il n'aurait pas changé de personne d'attachement. Là, malheureusement, comme l'adoption se fait en plein attachement primaire, tu as un report de cet attachement primaire à une personne en particulier. Même s'il va avoir des attachements aussi aux autres personnes comment ça s'appelle, du foyer, tu vas avoir vraiment un être privilégié. Est-ce que le pipi de joie chez une jeune chienne 6-7 mois au retour du propriétaire peut être un symptôme d'hyperattachement, sachant qu'il n'y a pas de malpropreté en l'absence, ni a priori de vocalise? Et si oui, est-ce qu'en plus d'ignorer le trop de l'excitation, au lieu d'attendre que le chien se calme, on peut conseiller de sortir la chienne de suite tout en restant neutre aux sollicitations? Alors non, c'est pas forcément un signe d'hyperattachement. Tu as des chiens qui sont très émotifs. Et qui ont très facilement des mixtions émotionnelles quand ils sont émus, que ce soit en positif ou en négatif, quand ils se font gronder, ils ont des mixtions émotionnelles, etc. Non, ce qu'il faut surtout, c'est... moi, ce que je ferais, c'est faire en sorte déjà que le chien puisse pas être juste derrière la porte quand tu rentres. Faire en sorte qu'il n'y ait pas tout de suite cette émotion, genre la porte s'ouvre, il y a mon propriétaire, donc une émotion immense. Donc faire en sorte qu'il soit dans une autre pièce, qu'il y ait un sas en fait, une espèce de sas. Et surtout, on ignore le chien tant qu'il est excessif en fait. Tant qu'il est dans l'excès, on ignore. Mais de manière générale, ça c'est du travail au quotidien. Si tu as des mixtions émotionnelles au retour, ça veut dire que, à mon avis, de manière générale, quand il y a quelque chose d'assez fort, le chien doit présenter des mixtions émotionnelles, je pense. Donc peut-être quand il y a du monde qui vient à la maison aussi, qu'elle est très excitée, la chienne, à mon avis, tu as peut-être des mixtions émotionnelles aussi. Ça veut dire que c'est une chienne sur laquelle il faut gérer en fait le calme de manière générale et ne surtout pas renforcer l'excitation. Et lui apprendre à s'apaiser beaucoup plus facilement. Comment réprimander un chaton ? Ça dépend des circonstances. Alors si tu parles dans le sens où effectivement quand il est excessif, etc., quand tu as un tout petit qui a moins de 2 mois, la maman, ce qu'elle fait, c'est qu'elle leur laboure le ventre.
Donc ça, c'est possible de le faire, de les mettre sur le dos et de leur labourer le ventre, ou de les attraper par la peau du cou, la mère le fait, ou sinon elle les repousse tout simplement. Donc si tu as ton chaton qui est là, tu peux le repousser avec la main. C'est tout à fait possible. Lui mettre une petite pichenette sur le nez, ça c'est tout à fait possible sur les tout petits, comme la mère ferait en fait, hein. Des fois, elle leur met des coups de patte, des petites torgnoles. Tu peux leur faire ça, mais vraiment quand ils sont tout petits. Pour leur apprendre vraiment à se calmer et à arrêter d'être excessif. C'est possible aussi de le plaquer un petit peu au sol, ça c'est tout à fait possible. La maman, c'est ce qu'elle fait aussi quand ils sont dans l'excès et qu'ils font n'importe quoi et qu'ils mordent ou quoi que ce soit. Elle leur pose la patte dessus et elle les canalise comme ça. Donc après, il ne faut pas être violent, attention, il ne faut pas lui faire mal, mais tu peux le reprendre comme ça, tout à fait, c'est possible. Ah, ça grésille beaucoup, merde. Je vais essayer de faire autrement. On va voir si ça marche mieux. Alors, j'imagine que ça arrive en cas d'hyperattachement primaire, avec réciprocité du coup, si j'ai bien compris, d'avoir un propriétaire qui nie en bloc le fait d'être hyperattaché à son chien. Je pense notamment aux mamies. Tu conseillerais d'adopter alors quel genre de discours? Comment ne pas l'incriminer? Non, c'est très rare que vous ayez des gens qui disent qu'ils ne sont pas hyper attachés à leur chien. C'est très très rare, au contraire. Des gens qui nient franchement l'attachement, non. Tu vas avoir souvent des gens qui vont... puis de toute façon, ça se manifeste en consultation, hein. Les gens, ils sont tout le temps après leur chien, etc. Donc non, tu expliques simplement. En fait, en consultation de comportement, si tu mènes bien ta consultation de comportement, tu ne critiques jamais, oh Dieu, jamais, le propriétaire. Tu ne le remets jamais en question ou en porte-à-faux, sauf sur des choses qui sont aberrantes, hein. Par exemple, tout ce qui est maltraitance, etc. Ça, bien sûr, il faut les reprendre tout de suite. On peut leur dire que ce qu'ils font, c'est pas correct, mais qu'on va les aider. Mais il faut surtout pas leur dire c'est très mal, vous êtes mauvais, etc. Ça, il faut jamais le faire. Il faut faire très attention. Et donc, tu prends un discours où tu expliques les choses, tout simplement, en fait, hein. Que là, ce qui se passe dans la situation, la façon dont la personne se comporte avec son chien, ce qu'elle envoie comme message, c'est que son chien est encore un chiot et qui ne peut pas du tout devenir autonome, alors que si elle réagit comme ça, elle pourra devenir, l'animal pourra devenir autonome. Et puis il faut surtout expliquer aux gens, souvent c'est plutôt l'inverse en fait, hein, c'est plutôt des gens qui sont très attachés et quand vous leur parlez de détachement, là c'est compliqué parce qu'ils ont peur de... justement, détachement ça fait peur. En fait ce qu'on veut c'est pas détacher complètement l'animal, c'est passer d'un hyper-attachement à un attachement qui soit sécuritaire. Là, quand on est dans des troubles de l'attachement n'est plus du tout sécuritaire, n'est plus du tout rassurant. Et donc du coup ce qu'on veut c'est obtenir un attachement rassurant. Donc il faut expliquer aux gens que bien sûr ils pourront continuer à avoir des contacts avec leur animal, au contraire, mais juste il faut structurer les choses pour que ce soit rassurant pour l'individu. Diagnostic différentiel de la destruction, c'est le même que celui que tu as donné pour vocalise et malpropreté, hyperattachement, HSHA, sociopathie et ennui. Oui, destruction en l'absence. Ça dépend si c'est en l'absence ou en présence, mais de manière générale, tu vas avoir les hyperactifs, les sociopathes, ceux qui s'ennuient ou les troubles de l'attachement, oui, tout à fait. Tout à fait. Et tac. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Même autres que sur la conf sur d'autres confs, des choses qui vous semblent encore mystérieuses? D'autres questions en comportement, des cas que vous avez eus qui vous étonnent, ce genre de choses? Sinon, si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser. Je laisse encore une minute si jamais vous avez des questions à poser. Sinon, s'il n'y a rien d'autre, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais regarder, vous m'aviez demandé, je crois, une conf sur les signaux de communication. Mais je pense que je vais vous faire travailler en fait là-dessus. Vous proposer de me les envoyer en fait ce que vous en pensez et puis de m'envoyer des signaux où je pense qu'on va faire une conf ouverte là-dessus. Enfin, on va voir. Je vais réfléchir comment la faire, mais je pense que je vais vous faire réfléchir là-dessus. Et parce que vous en connaissez plein des signaux de communication chez le chien, chez le chat. Donc je pense que je ferai un petit PPT, mais ça sera surtout une discussion et vous allez me dire ce que vous connaissez comme signaux et on en discutera, savoir ce que ça appelle comme communication. Je pense qu'on fera ça. Et puis après, il y avait la schizopathie et tout ça, donc je vais regarder tout ça, puis je vous ferai un petit message pour voir pour les confs. Voilà. Et bien merci d'être venu et puis bonne soirée à tout le monde.